Bienvenue chez Audible. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Audible Studio présente Dungeon Crawler Carl, tome 1, de Matt Diniman, lu par Sylvain Agaès. Cette édition de Dungeon Crawler Carl est dédiée à la star de l'une des plus grandes, des plus inspirantes, des plus géniales histoires de survie de notre temps, Fiona l'hippopotame. Oui, je dédie ce bouquin à un putain d'hippopo. Désolé, maman. Tant que durera le Colisée, Rome durera. Quand tombera le Colisée, Rome aussi tombera, et avec elle, le monde. Bède le Vénérable. Chapitre 1. La transformation a eu lieu vers 2h20, heure du Pacifique. Pour autant que j'ai pu en juger, toutes les personnes qui étaient à l'intérieur quand c'est arrivé sont mortes sur le coup. Si vous aviez au-dessus de votre tête quoi que ce soit qui ressemblait à un toit, vous étiez mort. Que vous vous soyez trouvé dans une voiture, un avion, le métro, même sous une tente ou une boîte en carton. Sûrement aussi sous un parapluie. Quoique, pas de certitude sur ce dernier point. Je vais pas vous mentir, si vous faites partie de ceux qui étaient dedans, sans doute au chaud à dormir, en train de rêver à je ne sais quelle connerie, je vous envie. Vous êtes les chanceux de l'histoire. Vous avez juste disparu. Vous avez été réduit en poussière pendant la transformation. C'est arrivé un mardi, quelques heures après minuit. On venait de passer au 3 janvier. Une tempête épouvantable se déchaînait en Amérique du Nord, et la moitié du pays était ensevelie sous la neige et le gel. À Seattle, ça n'est pas trop tombé cette nuit-là. Mais les températures étaient quand même descendues largement au-dessous de zéro, ce qui est inhabituel, même pour le début de l'année. Je suis sûr que dans d'autres régions du monde, plus chaudes, où ce n'était pas le milieu de la nuit, beaucoup plus de gens ont survécu. Beaucoup plus. Je parie aussi que la plupart d'entre eux portaient plus de fringues que moi au moment où l'incident s'est produit. Et ces gars-là, eux, ont probablement eu assez de bon sens pour ne pas aller vers la lumière. Moi, j'ai pas eu le choix. Comme je vous l'ai dit, ça caillait sévère. J'étais dehors, vêtu en tout et pour tout, d'un boxeur, d'une veste en cuir et d'une paire de Crocs roses, dans lesquels mes pieds rentraient à peine. En outre, j'avais dans les bras un chat nommé Princesse Donut, la reine Anchonk, qui miaulait, me griffait et crachait en gesticulant dans tous les sens, un perçant écaille de tortue dont la valeur dépassait mon salaire annuel. Pour aller plus vite, mon ex s'appelait Princesse Donut, et moi, juste Donut. Bon, il faut que je vous rembobine un peu le film. Je ne vais pas vous étouffer sous une tartine de contexte, mais certains détails se révéleront peut-être importants. Mon nom, c'est Carl. J'ai 27 ans. Après un passage chez les gardes-côtes, j'ai commencé une carrière de technicien expert en marine, à réparer des systèmes électriques pour le compte de riches connards propriétaires de bateaux de croisière. Jusqu'à quelques jours avant le début de ce merdier, je vivais avec ma copine dans notre appartement, à Seattle donc. Béatrice, elle s'appelait. Béa. Pour le nouvel an, elle était allée à une fête aux Bahamas, avec une bande de potes. Elle ne m'avait pas prévenu que son ex serait là. J'avais eu l'occasion de m'en rendre compte par moi-même en découvrant sur Insta une photo d'elle assise sur ses genoux. Je n'aime pas les drames, et je suis pas doué pour ça. Qu'elle m'ait réellement trompé ou non, ça n'avait pas vraiment d'importance. Elle m'avait menti. Alors je l'avais appelée pour lui annoncer que c'était fini entre nous. Je lui avais dit que ses affaires seraient prêtes à son retour. Pas de drame, pas de simagrée. C'était juste terminé. Elle avait demandé à ses parents de venir chercher le chat, mais ils vivaient à l'autre bout de la chaîne des Cascades. Impossible de s'engager sur les routes avec ce temps pourri. Je leur avais donc promis que je m'occuperais de Donut jusqu'au retour de Béa. Je dois vous parler un peu de ce chat. Comme je vous l'ai déjà dit, c'est l'une de ces créatures pelucheuses à face toute plate qui ferait très bien sur les genoux d'un méchant de James Bond. Béa et moi vivions dans un T3, et l'une des deux chambres lui était attribuée. Vous voyez le tableau. Pour être exact, la pièce servait d'entrepôt à tous les grands prix de beauté de Donut, à ses certificats de conformité à la race et à l'innombrable quantité de trophées et de clichés encadrés où elle figurait,
assis sur une table, les poils en pétard et l'air en rogne, pendant que Béa et l'un des juges posaient derrière elle. Ces photos, Béa en avait probablement une bonne 50aine. Elle revenait avec des ribambelles de récompenses et autres prix à peu près chaque fois qu'elle amenait Donut à un concours. Et elle l'y amenait presque tous les week-ends, sa foutue bestiole. La famille entière était branchée élevage et exposition de persans. Moi, le milieu des concours félins, je n'y connaissais pas grand-chose. Ça ne m'intéressait pas trop de m'impliquer là-dedans. Vous vous souvenez, les drames, pas ma came. Et je vais vous dire un truc sur les fanas de chats, plus précisément sur les fanas de concours de chats. En fait, non. Je les emmerde, ces cons. Ce qu'il faut retenir, c'est que Béa et Donut faisaient partie de cet univers auquel je ne voulais absolument pas être mêlé. Je me suis jamais considéré comme un grand fan de chats. Mais pour être tout à fait honnête avec vous, Donut, je l'aimais bien. Cette chatte se foutait de tout et de tous, et je respectais ça chez elle. Si elle avait envie de s'installer sur mes genoux pendant que je dégommais tout sur ma play, elle le faisait, point barre. Et si j'essayais de la virer, elle sifflait en me flanquant des coups de griffe et me remontait dessus aussi sec, avant de lever vers moi sa gueule aplatie, comme pour dire « Qu'est-ce que tu vas faire ?» Alors oui, j'avais plus d'une fois été tenté d'étrangler le machin. Mais je suis pas un monstre. Et puis, j'admirais sa ténacité à cette petite teigne. Certains de mes potes me chambraient là-dessus. Ça les faisait marrer que je passe tant de temps avec un matou lustré, qui valait probablement plus que ce que je gagnais en un an, mais moi, ça me plaisait. Ça me plaisait d'avoir cette boule de poil sur les genoux. L'une des règles absolues et non négociables de Béatrice m'interdisait de cloper dans l'appart. Alors depuis notre rupture, je m'y étais adonné autant que possible. Immature, je sais. Mais on se les gelait dehors. Donut n'avait pas trop l'air d'apprécier la fumée, et l'odeur lui collait au poil. J'entrebâillais donc la fenêtre chaque fois que je m'en grillais une. La vie est une affaire de compromis. Cette nuit-là, quand je me réveillais vers 2 heures du matin, brusquement éjecté du sommeil par un rêve, je décidai qu'il me fallait une cigarette. J'en sortis une de mon paquet et entr'ouvris la fenêtre pour l'allumer. Donut, qui somnolait jusque-là près de moi dans le lit, décréta à ce moment exact qu'elle avait envie, pour la première fois de sa vie féline, d'aller explorer le monde extérieur. Bondissant sur mon épaule, elle s'élança par la fenêtre du 2e étage où nous nous trouvions pour passer dans l'arbre qui poussait devant l'immeuble. En un clin d'œil. J'avais ouvert cette fenêtre des dizaines de fois durant l'année qui venait de s'écouler, sans qu'elle y accorde la moindre attention. Mais cette nuit-là, sans doute la plus froide de l'année, cette connasse velue avait décidé de lever les voiles façon Lewis et Clark. Elle descendit le tronc à toute vitesse, renifla un peu le trottoir, puis se rendit compte qu'il faisait un putain de froid de canard. Décidant promptement d'abréger sa petite aventure, elle regrimpa illico à l'arbre et se mit à me fixer depuis le 1,5 m qui séparait sa branche de la chambre. Ses réserves d'intrépidité épuisées, elle préféra ne pas risquer ce saut, et à la place, se mit à miauler à tue-tête. Je passais les quelques minutes suivantes à la traiter de tous les noms, tout en l'encourageant à rentrer. J'ouvris la fenêtre en grand, et des bouffées de vent glacé s'engouffrèrent dans l'appartement confortablement chauffé. La boule de poil tricolore resta plantée là, à geindre et à beugler si fort que je craignis que l'un de mes voisins se réveille et la batte. J'avais laissé mes bottes dans le séchoir qui se trouvait dans la cave de notre immeuble. Impossible de me rappeler où j'avais foutu mes baskets. Et donc, sur un coup de tête que je n'allais pas tarder à regretter, j'enfonçai mes orteils dans les crocs de mon ex, enfilai une épaisse veste en cuir et me précipitai dehors pour la récupérer. Une partie de moi me répétait en boucle « Laisse tomber, c'est pas ton animal, laisse-la geler, cette petite garce !» Le truc, encore une fois, c'est que je suis pas un monstre. Ça aurait été bien fait pour Béatrice. Mais bon, elle y tenait à son satané chat. Et cette pauvre andouille de Donut ne survivrait jamais dans un froid pareil. Pas longtemps, en tout cas. En plus, la bestiole était littéralement sous mon nez, à hurler à la mort comme si quelqu'un était en train de dévorer ses petits sous ses yeux. Je dévalais l'escalier, déboulais dehors, me ruais vers l'arbre. Je regrettais aussitôt de ne pas avoir pris le temps de mieux me couvrir. L'air vif plantait déjà ses griffes dans mes jambes et mes pieds. Donut était perché sur une branche, tout juste hors de portée. Son regard faisait la navette entre la fenêtre ouverte et moi. Elle continuait à miauler. Une lumière s'alluma dans un appart du premier. Je poussai un grognement. Madame Parsons. Cette grincheuse de Madame Parsons.
dont le passe-temps principal consistait à se plaindre de ses voisins. « Donette !» lançai-je en tendant les bras. « Grouille-toi, sale peste !» Elle était largement capable de se jeter dans mes bras. Je l'y avais entraînée. Je n'avais qu'à secouer un sachet de friandises pour chat, et elle me sautait dessus. Si j'émettais un pss, 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 elle me grimpait parfois carrément sur les épaules. Je me maudis de ne pas avoir apporté d'appât. La fenêtre de la part du premier s'ouvrit. « Mais qu'est-ce qui se passe, là ?» brailla Madame Parson en sortant la tête. La vieille femme avait le crâne enturbané d'une sorte de serviette qui lui donnait l'air d'un sikh. Ses yeux perçants se focalisèrent sur moi. « Karl, c'est toi ?»« Oui, Madame Parsons, » répondis-je. « Désolé, mon chat s'est enfui et j'essaie de le faire rentrer avant qu'il meure de froid. On dirait plutôt que c'est toi qui vas mourir de... » Elle ne put jamais terminer sa phrase. Bam ! C'était arrivé si vite. Le bâtiment s'était effondré. Devant moi, le complexe de 7 étages qui se trouvait là une seconde plus tôt, anéanti. Mon regard était resté fixé sur Madame Parsons alors qu'il s'écroulait. Comme si l'immeuble était une gigantesque boîte de conserve qu'aurait écrasé une botte de géant cosmique. J'avais tout vu, tout entendu. Le vent soufflait fort. Instantanément, le monde devint noir. Le lampadaire qui se dressait à ma gauche n'était plus là. Les voitures non plus. Tout avait disparu, sauf les arbres et les vélos dans leur atelier, et la moto de Marjorie Williams, qui avait été immobilisée par les agents de contrôle du stationnement. Je regardais autour de moi, oubliant un instant qu'il faisait si froid. Le ciel était sombre et couvert. Je ne distinguais presque rien. Au loin, la disparition des constructions ayant dégagé l'horizon brûlait un feu. Il régnait un profond et complet silence. « C'est quoi ce bordel ?» lâchai-je en tournant sur moi-même. Il restait quelques trucs par-ci par-là. Le râtelier à vélo, donc. Le panneau « Stop » n'avait pas bougé. Mais les autres n'y étaient plus. Ça n'avait aucun sens. À l'endroit où les voitures étaient garées quelques secondes auparavant, figuraient des empreintes de crasse de la même forme. Comme si les véhicules avaient été tirés vers le centre de la terre, aspirés par le goudron. Donut plongea dans mes bras toujours tendus. Je la fixais, sans savoir quoi dire ou où faire. « C'est quoi ce bordel ?» répétai-je. Tout ce qui subsistait de mon immeuble, c'était un rectangle de saleté carbonisée et de pierre. Puis je tombais dessus. Elle était juste à mes pieds. La tête de Madame Parsons. Pas facile à discerner dans le noir, mais je sus immédiatement ce que c'était. C'est là que je percutais. L'effondrement des bâtiments, c'était une chose, mais il y avait des gens à l'intérieur. La quasi-totalité des habitants de cette foutue ville, en fait. Même la plupart des sans-abri se trouvaient dans des foyers cette nuit-là. Ils en avaient fait des caisses à la télé, comme quoi ils ramassaient tout le monde à cause des températures extrêmes. Il était 2 heures du matin, un mardi. Tout le monde était au lit, ce qui signifiait que tout le monde était mort. Je continuais de tourner sur moi-même comme un con, complètement paumé. J'avais la nausée. Donut se mit à gigoter. Sans doute avait-elle décidé qu'elle était aussi bien par terre. Elle me labourait la peau, mais je la laissais pas filer. Puis, une voix s'éleva dans ma tête. Une voix robotique d'homme. Je la ressentis physiquement, comme une pique dans mon cerveau qui m'écorchait. La voix s'exprimait pas en anglais. Pourtant, je comprenais ce qu'elle disait. En même temps qu'elle parlait, le texte apparut. Il flottait devant moi. À l'attention des humains survivants. Quoi ? Réagis-je à voix haute. Qu'est-ce que vous dites ? Qui parle ? Je donnai un coup de pied à la page flottante, et ma Crocs, trop petite, vola. Après être allé la récupérer à cloche-patte, je renfonçai précipitamment mes orteils à l'intérieur. Les mots se déplacèrent avec moi, continuant d'osciller à quelques centimètres de mon visage. Les lettres n'étaient pas celles de notre alphabet. Elles défilaient verticalement, et non de gauche à droite. Et pourtant, je les connaissais. Je les comprenais, comme si je pratiquais cette langue depuis toujours. Conformément aux règles du syndicat, sous-section 543 du Code des réserves élémentaires précieuses,
faute d'avoir reçu un recours pour les droits minéraux et élémentaires dans les 50 premiers solaires après contact initial, nous nous sommes emparés de votre planète. Et ces gisements élémentaires sont en cours d'exploitation par le régent planétaire désigné. Tous les intérieurs de votre monde ont été écrasés, et ces matériaux bruts, de nature organique et inanimée, sont en cours d'exploitation pour extraction des matières requises. Conformément à l'acte de recouvrement des matériaux exploités, ainsi qu'à la sous-section 35 de l'acte de protection des espèces indigènes planétaires, tout humain encore en vie se verra donner l'opportunité de reprendre possession des matières perdues. Il a été laissé à la compagnie Borant, nommée régente de ce système solaire, le soin de choisir la procédure de ce recours. Et elle a sélectionné l'option 3, aussi connue sous le nom du World Dungeon à 18 niveaux. La compagnie Borant se réserve le droit de diffuser, d'exploiter et de contrôler tous les aspects du World Dungeon qui restera sous sa supervision tant qu'elle se pliera aux règles du syndicat concernant le recouvrement des ressources planétaires. En cas d'achèvement du niveau 18 du World Dungeon, la régence de cette planète reviendra au vainqueur. Un observateur IA neutre du syndicat, moi-même, a été créé et déployé sur cette planète pour superviser la création du World Dungeon et pour garantir le respect de ses règles et règlements. Veuillez prêter attention aux informations qui vont suivre, car elles ne seront pas répétées. Conformément à l'acte de protection des espèces planétaires indigènes, tous les matériaux restants, à peu près 99,99999% de la matière filtrée, sont en cours de réaffectation dans le World Dungeon souterrain. Le niveau 1 de ce dungeon s'ouvrira environ 18 secondes après la fin de cette annonce. Les portails du niveau 1 resteront ouverts durant 1 heure humaine. 1 heure seulement. Une fois les portails fermés, vous ne pourrez plus entrer. Si vous décidez d'entrer, vous ne pourrez plus sortir, à moins d'être venu à bout des 18 niveaux du World Dungeon ou de répondre à certains critères. Si vous choisissez de ne pas participer au World Dungeon, il vous faudra subsister à la surface de votre planète, et cette communication sera peut-être la dernière que vous recevrez au cours de votre vie. Tous les éléments et matériaux déjà traités sont confisqués. En revanche, vous êtes libre de creuser et de faire usage des ressources naturelles qu'il vous reste. La compagnie Borant vous souhaite bonne chance. Avis aux personnes souhaitant exercer leur droit de recouvrement des matériaux, prenez note. 150 000 portails menant au niveau 1 vont être créés dans le monde. Ces portails seront signalés et faciles à repérer. Si vous choisissez d'entrer dans le niveau 1 du donjon, vous disposerez de 5 rotations de votre planète pour accéder au niveau suivant. Il y aura 75 000 portails menant au niveau 2, 37 500 portails menant au niveau 3, 18 750 au niveau 4, 9 375 au niveau 5, 4 688 au niveau 6. Le nombre de portails permettant d'atteindre le niveau suivant continuera de décroître de moitié jusqu'au niveau 18, qui ne comportera que 2 portails d'entrée et une issue. Les crawlers qui choisiront de participer au World Dungeon devront trouver un escalier pour descendre au niveau suivant dans le délai imparti pour le niveau en cours. Une fois le temps écoulé, le niveau sera repris, et tous les matériaux qu'il contient, de nature organique et inanimée, seront saisis. Les butins générés et autres matériaux non remportés, ni revendiqués, pourront être mis sur le marché du syndicat. Chaque niveau disposera d'un temps de recouvrement supérieur au niveau précédent. Des règles additionnelles seront instaurées au moment où les crawlers, s'il y en a, atteindront le niveau 10. Elles seront énoncées quand un crawler, s'il en reste, commencera ce niveau. Si vous choisissez d'entrer dans le World Dungeon, nous vous recommandons fortement de trouver et de faire usage d'une guilde tutoriel. Elles seront disséminées dans le dungeon entre les niveaux 1 et 3. Si vous avez des questions ou souhaitez déposer un recours, toute requête doit être soumise par écrit au bureau du syndicat le plus proche. Merci de faire partie du syndicat. Passez une excellente journée. J'étais trop sonné par ce qui venait d'arriver pour que mon cerveau puisse enregistrer tout ce que la voix avait dit. Je ne sentais plus mes jambes. J'étais dehors depuis trop longtemps, et je risquais vraiment de perdre des orteils ou de mourir de froid. Il fallait que je m'abrite. Tout de suite. Sauf qu'il n'y avait plus d'abri. Il n'y avait même plus de voiture.
Je ziotais le feu qui continuait de flamber un peu plus loin. Je devais m'en approcher, et vite. Je me tournais dans sa direction et je commençais à trottiner. Le vent, une légère brise avant la disparition des bâtiments, soufflait maintenant par bourrasques incessantes qui empestaient l'air marin. Donald gigotait dans mes bras, me griffait, essayait de m'échapper. Elle me niaquait l'épaule. Mais ma veste me protégeait. Je la serrais plus fort contre moi. Étais-je en plein rêve? Avais-je avalé sans le savoir une substance hallucinogène qui me faisait délirer puissance 1000? Le World Dungeon? C'était quoi ces conneries? Qu'est-ce que ça voulait dire? Je continuais de réfléchir à toute vitesse. Je pensais rapidement à Pathfinder et à Donjons et Dragons, et à d'autres jeux auxquels j'avais plus joué depuis que j'étais en service. Pas un putain de clampin en vue. Juste le bruit du vent. Un avertisseur sonore retentit comme une trompette dans la nuit. Je me figeais et balayais du regard les alentours. Quoi encore? C'est le donjon qui apparaît, me dis-je. C'est réel? Bordel! Tout ça est réel? À moins de 30 mètres sur ma gauche, pile à l'endroit où se trouvait la veille une friperie, un spot lumineux jaillit du sol. J'en vis un deuxième se mettre à briller quelques kilomètres plus loin. Je pivotais sur moi-même. Il y en avait d'autres, un peu partout dans la ville. Même à cette distance, je sentis la chaleur émaner du trou de lumière. Je cessais de réfléchir. J'avais encore la tête qui tournait à cause de toutes les infos qu'on m'avait balancées. Mes pieds rentraient à peine dans les crocs roses. Le feu était plus éloigné que je l'avais cru au départ. Je savais, pour en avoir été témoin, les dégâts que pouvait infliger l'hypothermie. Alors je me tournai vers la lumière et je courus. Première partie. Chapitre 2. Niveau 1 du dungeon. Temps restant avant l'effondrement du niveau, 5 jours. Un escalier ornementé s'enfonçait dans le sol. Les marches, apparemment en fer forgé, étaient assez larges pour que 20 personnes puissent s'y engager côte à côte. Je descendis la première. Elle était plus haute qu'elle n'en avait l'air. Mes pas résonnaient dans le faisceau lumineux. On n'était pas loin du million d'habitants à Seattle. Pourtant, j'étais seul. Donut, qui avait arrêté de gesticuler, se cramponnait à présent à mon épaule, et alors que nous progressions, elle se mit à grogner. Une délicieuse chaleur salutaire m'entraînait toujours plus bas. Mes jambes et mes bras, que je ne sentais plus quelques minutes auparavant, commencèrent à me brûler. Mon séjour dans le froid n'avait pas été assez long pour m'amocher durablement, mais j'avais quand même chopé de sacrées engelures. L'escalier me paraissait sans fin. D'étranges motifs y étaient façonnés, des genres de poissons, peut-être des démons asiatiques. Ces découpes me mirent mal à l'aise. À peine quelques instants plus tôt, rien de tout ça ne se trouvait là. Ce truc est composé de bâtiments, de voitures et de terriens, compris-je soudain. Qui avait pu faire ça? Et surtout comment? Quand je fus enfin arrivé à la dernière marche, la température qui n'avait cessé de monter devait avoisiner les 27 degrés. Il faisait chaud et moite. L'escalier donnait sur un hall au sol de marbre, menant à une énorme porte cintrée, en bois, d'environ 10 mètres de haut et autant de large. Un gigantesque poisson y était sculpté. Je levai les yeux pour l'examiner. « C'est quoi ce machin ?» marmonnai-je. Tandis que je l'observais, une fenêtre d'information virtuelle apparut subitement par-dessus. Surpris, je bondis en arrière. C'était comme si j'étais dans un jeu vidéo, ou que je portais des lentilles de contact spéciales proposant des infobulles pour me guider. Il y avait même un petit X en haut à droite pour la refermer. Ceci est une représentation d'un Quatin, l'espèce dominante du système Borante. Ce sont également les principaux actionnaires de la compagnie Borante. Faites en sorte de les reconnaître. Il y aura un quiz là-dessus plus tard. C'était censé être une vanne, la dernière phrase? Je me concentrai sur la croix dans le coin, et la fenêtre disparut. Tiens, songeai-je. Levant de nouveau les yeux vers la créature, je fus saisi par une étrange sensation, une sorte de fourmillement dans le cerveau. La fenêtre se rouvrit. Je la refermai. Ok. Je pouvais donc contrôler l'affichage des informations par la pensée. Ouvrir des fenêtres sur certains objets en me focalisant dessus, puis les faire disparaître en cliquant mentalement sur la croix.
Ça veut dire qu'ils sont dans ta tête, conclus-je. Peut-être que rien de tout ça n'est réel. Peut-être que tu dors, et que t'es dans un genre de simulation high-tech, comme dans les Matrix. Les lancements dans mes jambes et dans mes pieds en décongélation me rappela que simulation ou non, peu importait si mon corps pouvait ressentir la douleur. Je poussai le battant de ma main libre. La porte s'ouvrit facilement, révélant un long couloir bordé de torches enflammées. Il était aussi large et haut sous plafond que le hall où je me trouvais, plus proche d'un tunnel routier à 2 voies que d'une rue piétonne. Au loin, j'aperçus plusieurs embranchements qui se perdaient dans les ténèbres. Un néon se mit à clignoter près du premier. Ça ressemblait à un panneau, mais, à cette distance, impossible de le lire. « Aïe !» pestai-je, en sentant Donut planter ses dents dans ma main. Je la lâchai. Elle s'élança dans le couloir sans perdre une seconde. Puis, s'arrêtant brusquement, elle commença à tourner frénétiquement la tête dans tous les sens, l'air stupéfait et apeuré. Alors que j'avançais pour la rejoindre, la porte se referma dans mon dos, avec un bruit sourd. La lumière, qui me parvenait jusqu'alors de l'entrée, s'éteignit. Il ne resta plus que la lueur vacillante des torches. « Bienvenue, Crawler! Bienvenue au niveau 1 !» Nouvelle voix, remarquai-je. Celle-ci aussi était masculine, mais s'exprimait sur un ton exagérément enthousiaste, presque à la manière d'un présentateur de jeux télé. Rien à voir avec la personne ou la machine qui m'avait fait la première annonce. Une fois encore, les mots défilèrent devant mon visage en même temps qu'ils retentissaient dans ma tête. Contrairement à la fenêtre de tout à l'heure, impossible de les virer. Ce truc-là semblait plutôt fonctionner comme des sous-titres par défaut. Un compte à rebours apparut en haut à droite de mon champ de vision. 4 jours, 23 heures et 48 minutes. Je tentai une nouvelle fois de balayer les caractères de la main. Mes doigts passèrent au travers. Je fermai brièvement les yeux. L'information disparut. C'était perturbant. Et ça me retourna un peu l'estomac. Donut n'avait pas bougé. Mais elle donnait maintenant de petits coups de patte dans l'air. Elle le voit aussi, compris-je. Bordel de merde. Je ne captais rien à ce qui se passait. Mais apparemment, elle avait les mêmes visions que moi. Donut, l'appelai-je, ne t'éloigne pas. Le chat, étant un chat, m'ignora royalement. Tandis que je continuais à la fixer, je fus à nouveau parcouru par le picotement, presque imperceptible, que j'avais éprouvé en observant la grande porte. Je me concentrai sur Donut, et une fenêtre s'ouvrit juste à côté d'elle. Crawler #4119, Princesse Donut. Niveau 1, race chat, classe pas encore attribuée. Je fis un pas supplémentaire. L'étroitesse de mes crocs se rappelait douloureusement à mon bon souvenir chaque fois que je mettais un pied devant l'autre. De nouvelles informations me sautèrent au visage. Vous êtes le crawler numéro 4122. Votre nom de crawler est Karl. Vous êtes rattaché à la race des humains. Vous vous trouvez actuellement au niveau 1. Vous pourrez choisir une nouvelle race et une classe quand vous serez descendu au niveau 3. Vos points de stats ont été alloués en fonction de votre état physique et de votre profil psychologique. Voir dans le menu des stats pour plus de détails. Le menu ? Répétai-je en moi-même, me demandant comment l'ouvrir. Mais une tartine de texte surgit avant que je tente quoi que ce soit. Félicitations, vous avez remporté votre premier succès, vieille fille à chat. Vous êtes entré dans le World Dungeon, accompagné d'un chat. Oh, c'est mignon. Récompense, vous avez reçu un coffret familier bronze. Nouveau succès, vieille fille à chat pionnière. Vous êtes le premier crawler à entrer dans le World Dungeon, accompagné d'un chat. Vous devez vraiment y tenir à cette bestiole. Dommage, quand on pense que vous êtes sûrement sur le point de mourir tous les deux dans d'atroces souffrances. Mais bon, en même temps, peut-être pas. Oh, regardez, un cadeau. Récompense, vous avez reçu un coffret familier légendaire. Nouveau succès, avant-gardiste. Vous faites partie des 5000 premiers crawlers à être entrés dans le World Dungeon. Bolos. Récompense, vous avez reçu un coffret aventurier argent. Nouveau succès, poche vide. Vous n'avez apporté aucune provision. Aucune. Rien de rien. Vous savez que vous aurez toujours besoin de manger, hein? Récompense, vous avez reçu un coffret aventurier bronze. Nouveau succès. Pourquoi vous n'avez pas de pantalon?
Vous êtes entré dans le dungeon sans pantalon. Mec, sérieusement? Récompense. Vous avez reçu un coffret accessoires vestimentaires or. Nouveau succès. Combat à main nue. Donc vous, on vous parle de participer à un World Dungeon et vous vous pointez sans armes. Vous êtes soit plus courageux que vous n'en avez l'air, soit complètement crétin. Bonne chance pour vous en sortir comme ça, Vandame. Récompense, vous avez reçu un coffret armement bronze. Nouveau succès, solitaire. Vous êtes entré dans le dungeon sans acolyte humain. On ne vous a jamais appris que l'union fait la force? Récompense, aucune. Vous êtes tellement mort. Mon regard resta braqué sur ces derniers mots jusqu'à ce qu'ils aient disparu. Vous êtes tellement mort? Donut avait recommencé à donner des coups de patte devant elle. Menu, énonçai-je. Il ne se passa rien. Stat, tentai-je alors. Toujours rien. Comment j'étais censé retrouver ces informations maintenant? La voix avait dit que j'avais reçu des... Des quoi? Des coffrets à butin? Ça y ressemblait en tout cas. Je devais donc avoir un genre d'inventaire quelque part. Je me souvins d'une chose que la première annonce avait précisée. Un passage qui conseillait de trouver une guilde tutoriel. Je scrutais l'enseigne au néon à une centaine de mètres de là. Est-ce que ça pouvait en être une? Je trottinais en direction du panneau lumineux, dépassant Donut, qui s'était assise et frottait sa patte sur sa tête pour faire sa toilette. Après quelques secondes, elle se résigna à me rejoindre. L'écho de mes pas se répercutait contre les parois du large tunnel. Sur l'enseigne, on pouvait lire « The Guild Tuto ». Une flèche indiquait une ruelle étroite et obscure. Je ralentis, puis m'arrêtai, plissant les yeux pour essayer de percer l'obscurité qui s'étendait devant moi. On n'y voyait que dalle ici. Derrière moi, Donut miaula d'inquiétude. Je m'engageai dans la ruelle. Nouveau succès! Tombé dans un piège qui se voyait pourtant comme le nez au milieu de la figure. Récompense? Disons que si le paradis existe et que vous ne vous êtes pas trop mal comporté, Dieu vous accueillera peut-être parmi les siens. Rapport au fait que vous êtes sur le point d'aller à Patresse. 3 lumières éblouissantes s'allumèrent d'un coup devant moi, et je reculai d'un bond, en me couvrant les yeux. J'entendis un sifflement mécanique, puis un rugissement qui m'évoqua le bruit d'une locomotive à vapeur au démarrage. Un ricanement strident et glapissant retentit. Tournant les talons, je battis en retraite. Mes crocs valsèrent au moment où je bifurquais pour revenir sur mes pas et m'engager dans le tunnel principal. Donut poussa un feulement paniqué et me suivit à toute allure. Hasardant un regard par-dessus mon épaule, j'aperçus une machine. Déboulant de la ruelle comme une fusée, elle manqua de percuter le mur du couloir, puis fit lentement marche arrière pour manœuvrer. Elle avait la taille d'un tracteur et roulait sur des chenilles, comme un tank. Manifestement fabriquée à partir de bouts de métal rouillés, assemblés tant bien que mal, elle paraissait à 2 doigts de tomber en morceaux. Un énorme rouleau compresseur denté dominait l'avant de cet engin de la mort. Postés sur le bazar, 3 humanoïdes verdâtres vociféraient en me pointant du doigt. D'assez petite taille, 1,20 m environ, ils étaient vêtus de guenilles en cuir. L'un d'eux, coiffé d'une espèce de casserole, grognait et criait tout en activant les commandes du véhicule. Plusieurs tuyaux se mirent à cracher une fumée noire. Le rouleau pivota pour remettre la machine dans l'axe, et celle-ci vrombit de plus belle. Puis ils chargèrent. Une fenêtre s'afficha en surimpression. Massacroseur gobelin, machine, véhicule à vapeur fabriqué par les gobelins dans le but de faucher et de broyer les crawlers un peu trop étourdis. J'espère que vos rappels contre le tétanos sont à jour. 3 fenêtres supplémentaires s'ouvrirent au-dessus de chaque passager. 2 d'entre elles signalaient « Gobelin, niveau 2, petit, vert et malin. Les gobelins n'ont pas beaucoup de force brute, mais ils compensent par leur hargne sans pareil. » Pour la 3e créature, celle à la casserole qui se trouvait aux manettes, la description était différente. Gobelin ingénieur, niveau 3. Ah, les ingénieurs, les incels de la société gobelin. Ils sont malheureux en amour, ce qui les rend d'autant plus teigneux. S'il y a des femmes dans votre groupe, c'est à elles qu'ils s'attaqueront au premier. Je ne perdis pas de temps à me dire que ces blagues à répétition étaient vraiment débiles, ou que pour la première fois de ma vie, j'avais sous les yeux un groupe de vrais monstres vivants qui voulaient ma peau. Je détalais le long du tunnel jusqu'à atteindre une nouvelle intersection. J'avais 3 options. Continuer tout droit, tourner à droite ou prendre à gauche. Sur ma droite s'ouvrait une autre ruelle à demi éclairée.
à peu près moitié moins large que celle dans laquelle je m'étais engagé quelques instants plus tôt, mais quand même bien assez pour que les gobelins puissent m'y suivre. À ma gauche, un petit couloir sombre, beaucoup trop étroit pour le bulldozer. M'enfuir par ce couloir paraissait donc le plus logique. Je réfléchis. C'était trop logique, en fait. Ça sentait le piège. Impossible de continuer à avancer dans le tunnel. Il m'aurait rattrapé avant la prochaine intersection. Je pris à droite. Donut me talonnait, choisissant de rester à mes côtés, ce qui, entre parenthèses, ne lui ressemblait pas du tout. Cette allée-ci avait la largeur d'une petite route, et le plafond était haut de 5 mètres, à vue de nez. Comme les parois en briques rouges, il était couvert de pousses phosphorescentes vertes, une sorte de lichen qui baignait l'endroit d'une étrange lueur. Derrière moi, les gobelins couinaient de rage en manœuvrant le massacroseur pour tenter de le faire passer dans l'embouchure. Il galérait pour tourner. J'avais une bonne grosse minute. Devant moi, de nouvelles intersections émergèrent de l'ombre. Mais avant d'avoir atteint la première, je remarquai une porte en bois toute simple enfoncée dans le mur. Un panneau rudimentaire était accroché au-dessus, affichant un message peint dans le même rouge que celui des briques. Je parvins à peine à le déchiffrer. « Guilde tutoriel », disait-il, toujours dans cette langue bizarre. Une fenêtre vert fluo apparut, illuminant ce nom. « Nouveau succès! Vous avez découvert et lu un panneau officiel du dungeon. Waouh! Vous savez lire! Youpi! Récompense. Tous les panneaux officiels du dungeon seront désormais éclairés et plus faciles à repérer. Les guildes se trouvant à proximité seront indiquées sur votre mini-carte. » Une mini-carte? Il allait vraiment falloir que j'apprenne à me servir de tout ça. Derrière moi, le massacroseur s'était coincé au carrefour au moment de prendre le virage, et l'un des gobelins de niveau 2 pestait en tapant sur la casserole de l'ingénieur à l'aide d'un genre de bâton. La troisième créature tourna la tête vers moi et brandit le poing dans ma direction. Pourrait-il me suivre dans la guilde? Aucune idée. Je saisis la poignée en bronze et tentai de l'actionner. Elle ne s'ouvrit pas. Verrouillée. « C'est quoi ça encore ?» m'énervai-je en tambourinant sur la porte en bois. « Oh! Y a quelqu'un ?» Les deux gobelins de niveau 2 parurent renoncer à attendre que le bulldozer renégocie son virage. Sautant à terre, ils se ruèrent vers moi. Ils ne portaient pas d'armure, mais maniaient tous deux ce même bâton, au bout duquel était planté un ananas. Dans quelques secondes, ils seraient sur moi. Donut recommença à feuler et à siffler à mes pieds. De l'autre côté de la porte, j'entendis le cliquetis métallique de chaînes que l'on déplace et d'un loquet que l'on tourne. Le bâton s'entrebâilla. Une des chaînes, encore attachée, le matin partiellement fermé. Une créature barbue à face de rat apparut dans l'ouverture. Je distinguais à peine ses traits, mais elle était moins grande que moi d'environ une tête. Plus haute que les gobelins donc, mais pas de beaucoup. « Qu'est-ce que vous voulez ?» demanda-t-elle. « Vous savez très bien que les mobs sont interdits à l'intérieur des guildes. » « Hé, vous êtes une guilde tutoriel, non? La voix a dit que je devais venir vous voir. » Ses yeux s'écarquillèrent. « Mais tu es un crawler? Attends. » L'individu recula d'un pas, comme pour mieux m'observer. Il me rappela immédiatement Splinter, le maître et père adoptif des Tortues Ninja. « Mais oui, ça perd l'hypopète, le jeu a commencé et je n'ai rien remarqué. Je devais dormir pendant l'annonce d'inauguration. Oh, personne ne dit jamais rien à ce pauvre vieux Mordecai. Avant, au moins, il y avait une newsletter. On nous envoyait ça tous les 2 ou 3 cycles. C'était pratique comme tout. Et puis, ils ont arrêté. Coupe budgétaire, j'imagine. Toujours à rogner sur les coups. Je pensais que nous n'ouvririons pas avant 2 ans. »« Oh! Laissez-moi entrer !» l'interrompis-je. Je me tournai pour voir où en étaient les deux gobelins. Ils ralentirent, puis s'arrêtèrent. L'un me colla par la gauche, le second se plaça en travers de la route pour m'empêcher de fuir. « Ouvrez la porte, bordel !» criai-je. L'un des gobelins baragouina quelque chose à l'homme-rat, dont le nom, si j'avais bien suivi, était Mordecai. Je ne compris pas la langue dans laquelle il s'exprimait, et n'y entendis que des grognements et des couinements. Mordecai répliqua dans le même dialecte, et les deux gobelins éclatèrent de rire. « Désolé, Crawler, tu as été trop lent, » m'informa le rongeur. « Je n'ai pas le droit d'ouvrir quand il y a des mobs juste derrière. Le règlement, c'est le règlement. »« C'est moi qui ai été trop lent ?»
m'indignai-je. Je me mis en position d'attaque. L'un des gobelins feinta, puis tenta de m'asséner un coup de bâton. Emporté par l'élan, l'ananas qui se trouvait au bout se détacha et alla s'écraser au sol avec un bruit mouillé. Le gobelin jura et l'éloigna du pied. Je fis un pas en arrière. Donut s'était tassé entre mes jambes, sifflant et crachant. « Dites-moi au moins comment débloquer ces foutus coffres à butin !» Mordecai resta un moment silencieux, se demandant sans doute s'il convenait ou non de me répondre. « C'est dans ton menu d'inventaire, l'onglet « Succès et coffret », finit-il par lâcher. « Mais tu ne peux pas encore y accéder, gamin. » « Comment je fais pour le débloquer alors ?» Le deuxième gobelin, celui qui avait toujours un ananas au bout de sa pique, essaya à son tour de me frapper et me manqua largement. De près, ces créatures ressemblaient beaucoup à ce qu'on nous montrait dans les films et les jeux vidéo. Petites, vertes, à peu près chauves, le visage anguleux, les oreilles pointues et les dents tranchantes. Je cogitais brièvement là-dessus. Visiblement, les aliens ou je ne sais quoi en savaient un paquet sur la mythologie et les légendes de notre monde. En arrière-plan, le massacroseur s'était enfin placé dans le bon axe, s'engouffrant bruyamment dans la ruelle. « Le truc, c'est qu'il faut que tu termines le tuto avant. » Le gobelin à l'ananas tenta de me porter un nouveau coup. J'attendis que l'arme ait atteint le pic de sa courbe avant d'intervenir. En voyant un premier direct du droit sur le nez de mon adversaire, j'enchaînai avec un crochet du gauche à la tempe. Il s'effondra comme une masse. Une barre s'était affichée près de sa tête. Ses points de vie, compris-je. La barre n'était apparue que lorsque j'avais commencé à le frapper. Elle était déjà sacrément descendue, passant instantanément du vert au rouge. Il avait donc perdu plus de la moitié de sa vie. Je lui avais mis 2 bonnes patates, mais pas non plus extraordinaires. J'avais eu l'impression de cogner un gamin de 10 ans. Le deuxième gobelin regarda son camarade, bouche bée, puis tourna les talons et repartit en courant vers le massacroseur. Mes poings me faisaient mal. Je n'avais pas participé à une vraie baston depuis des années. Quand j'étais à la garde côtière, je passais la plupart de mon temps sur les bateaux en tant que TM, technicien quoi. À aucun moment je n'avais eu à assurer des missions de maintien de l'ordre. Cela dit, selon mon expérience, les gens n'ayant pas fait l'armée et qui n'y connaissent rien ne savaient pas à quel point on était entraînés. Ils nous prenaient pour des sortes de maîtres nageurs de luxe et n'avaient aucune idée du nombre d'heures qu'on passait à pratiquer le combat à main nue. « Comment voulez-vous que je fasse votre tuto si vous refusez de m'ouvrir ?» beuglai-je, en donnant un coup de pied au gobelin resté à terre. Je sentis sous ma semelle un crac satisfaisant. « Vous ne pouvez pas m'y donner accès tout de suite ?»« Ça ne marche pas comme ça, gamin, » répondit Mordecai. « On ne peut pas laisser les crawlers non formés se balader dans le donjon. De toute façon, le système ne te laissera pas ouvrir ton butin avant d'être dans un lieu sûr. Et à moins d'être un crétin fini, tu devines que ce n'est pas le cas, là. » La barre de vie du gobelin était encore descendue dans le rouge, mais il n'était pas tout à fait mort. Une partie lointaine de mon cerveau était horrifiée à l'idée de tuer cette chose. Malgré son arme, la mettre au tapis avait été un jeu d'enfant. Mais un coup d'œil au bulldozer, qui s'était immobilisé pour laisser remonter le deuxième gobelin, me délesta de tout regret. Empoignant la tête blessée du mob, je l'abattis contre le sol de pierre, puis recommençai, encore et encore, jusqu'à ce que ses points de vie soient complètement épuisés. « Hé, mais » cria Mordecai. « Hé, arrête !»« Vous êtes de quel côté, vous, en fait ?» rugis-je. Je compris alors que ce n'était pas à moi qu'il s'adressait. « Tu ne peux pas entrer ici !» rouspéta-t-il encore, en me tournant le dos. Donut. Il parlait à ce satané chat. Elle avait décidé qu'elle en avait marre de poireauter dans le couloir et s'était faufilée dans l'entrebâillement. Une énième farandole de notifications « Nouveau succès » apparurent devant moi, ainsi qu'une poignée d'autres informations, mais au lieu d'être lues à voix haute comme avant, elles s'affichèrent sous la forme de petits messages en haut à gauche de mon champ de vision. Je sentis que je pouvais les agrandir en cliquant mentalement dessus. Il faudrait que j'étudie ça. En tout cas, l'IA ou le truc qui faisait tourner ce cirque avait manifestement conscience que le moment était mal choisi pour me brouiller la vue avec ses salades. « Ouvrez cette putain de porte !» hurlai-je. « Petit, rappelle ta bestiole !» m'ordonnait Mordecai, en se retournant vers moi. Je perçus dans son ton une note d'affolement. « S'ils apprennent que j'ai laissé un crawler rentrer en douce en dépit du règlement, je vais avoir des problèmes, moi. »« Ouvrez-moi !» assénai-je. « Écoutez,
Là, la voie est libre, mais dans environ 5 secondes, ce sera plus le cas. Laissez-moi entrer !» Il me claqua la porte au nez. J'entendis la dernière chaîne glisser, puis le battant s'ouvrit en grand. Je me précipitai à l'intérieur au moment où le massacroseur m'arriva dessus comme un boulet de canon, en roulant sur le corps ensanglanté du gobelin mort. Les freins crissèrent, mais l'engin continua d'avancer, étalant le cadavre le long du couloir. Les 2 autres monstres tournèrent la tête et croisèrent mon regard. Je leur adressai un doigt d'honneur, puis refermai derrière moi au son de leur couinement enragé. Chapitre 3. Dès que la porte fut close, une notification apparut. Guilde tutoriel. Vous êtes dans une zone sécurisée. Avertissement. Compte à rebours du niveau toujours actif. Je n'aurais pas dû te laisser entrer, Se fustigea Mordecai, en tordant nerveusement ses mains velues. J'examinai la créature. Elle portait un gilet noir, un pantalon bleu et une paire de sandales usées. Une fenêtre s'afficha par-dessus. Mordecai, Raoligan, niveau 50, maître de cette guilde, PNJ non combattant. Les hooligans sont les plus intelligents, les plus rapides et les plus laids des ratskins. Bien qu'ils ne soient pas aussi shootés aux stéroïdes que les racaïdes, ni aussi « je vais t'envoyer une de ces bulles de feu dans les miches » que les rats chamans, les Raouligans vous offrent le meilleur des 2 mondes. Ils sont forts physiquement et ils se débrouillent assez bien en magie. Je fermai l'encadré. J'entendais encore les grincements stridents de la mécanique gobelin juste derrière la porte. Je cliquais mentalement sur le premier d'une foule de messages qui encombraient maintenant mon champ de vision. Erreur. Vous ne pouvez pas accéder à cette information avant d'avoir terminé le tutoriel. Toutes les fenêtres disparurent, aspirées dans un unique dossier qui se mit à clignoter. Je me trouvais dans une vaste pièce de la taille d'une salle de classe. Une cheminée et un lit occupaient une partie de l'espace. Sur le mur de gauche étaient accrochées plusieurs étagères débordant d'objets divers, où étaient exposées des photos encadrées de créatures ressemblant à des oiseaux. L'autre moitié du lieu n'était meublée que d'un tapis ovale gris élimé et d'un bureau vide. Il y avait aussi une demi-douzaine de chaises, genre chaises d'école, disséminées un peu partout. Je considérais la porte. « C'est la seule issue ?» interrogeai-je. « marmonna Mordecai. Il ne m'écoutait pas. Toute son attention se concentrait sur le chat. « Oh !» lançai-je. « Morty, la porte, là, c'est la seule issue ?» C'est Mordecai, gamin. Et oui, évidemment. Et ces enfoirés verts vont rester là à m'attendre jusqu'à ce que je ressorte. Donut bondit sur une étagère en hauteur et fit tomber un vase. Des cendres se répandirent sur le sol. « Maman !» s'écria Mordecai, en se ruant vers le chat pour le chasser. Il tendit les bras, mais il était trop petit pour l'atteindre. « Ah, ce maudit corps! Tu veux bien m'attraper cette chose ?» me demanda-t-il. « La faire sortir d'ici !» Il éternua. « Je crois que je suis allergique. » À mon avis, ce n'était pas Donut, la cause de cette réaction. Plutôt le nuage gris de poussière qui était monté du tas de cendres. « Hé, oh! Je vous parle !» le pressai-je. « Fais gaffe, songeai-je. Il n'a pas l'air féroce, mais c'est un niveau 50. Il doit être assez balèze. Vous pouvez m'aider? Ils vont m'attendre, oui ou non? Oui, non, probablement. Enfin, c'est compliqué. L'un des deux va peut-être t'attendre. Mais le second, c'est sûr qu'il va revenir auprès de son clan et rameuter le reste de la clique. Tu as fracassé la tête de ce pauvre gobelin. D'ici à 1 heure, toute sa famille aura rappliqué. De l'autre côté de la pièce, Donut venait de découvrir la cheminée, qui crépitait joyeusement. Elle alla se poser devant, leva la patte et commença à faire sa toilette. « Merde, pensai-je. Ok, vous n'avez pas intérêt à fermer à clé derrière moi. » Attrapant la poignée, je retournai dehors. J'eus à peine le temps d'entendre le rat ronchonner. « Il est en train d'éparpiller les cendres de ma mère partout !» avant que le bâton claque. Le massacroseur avait dépassé l'entrée de la guilde d'une bonne dizaine de mètres et entrepris un demi-tour pour tenter de rebrousser chemin. L'ingénieur venait de l'encastrer dans le mur. Le rouleau compresseur crachait des étincelles, tandis que ses pointes raclaient la pierre. Le gobelin mort était toujours étalé par terre. Son cadavre ressemblait à une pizza aux saucisses et poivrons verts géantes,
sur laquelle on aurait roulé plusieurs fois de suite. Les deux monstres encore en vie me tournaient le dos. Je sprintais dans leur direction. Il y avait une petite échelle à l'arrière du véhicule, qui semblait faite d'os liés par de la corde. À tout moment, l'une des créatures pouvait faire volte-face. Je devais attaquer maintenant. Si l'une d'elles parvenait à s'enfuir et à aller avertir les autres membres de son clan, ou de je ne sais quoi, j'étais foutu. J'avais besoin de cette guilde tuto. Conclusion, pas le choix. Je me hissais sur les os anguleux de l'échelle. Leur aspérité éraflèrent mes pieds nus. Réprimant un cri de douleur, je sautai d'un bond sur l'engin métallique vrombissant. Le massacroseur crissait si fort qu'aucun des passagers ne remarqua que je venais de monter à bord. Le haut de la machine consistait en une simple cavité, tapissée de fourrure et meublée de bancs sur toute sa longueur. Malgré ce revêtement, la surface était chaude sous mes pieds, presque brûlante. Ça sentait le goudron cramé et le musc animal. Le bazar avait sans doute la capacité de transporter une quinzaine de gobelins, sans compter le conducteur, dont le siège se trouvait à l'avant. Du côté du poste de pilotage, une douzaine de leviers, de robinets et de poignées vibrantes hérissaient le plancher. Tout ça tremblait et tressautait. Installé juste derrière, le gobelin à la casserole hurlait quelque chose en tordant, en tournant et tirant les manettes. Plusieurs tuyaux exhalaient de la vapeur et une épaisse fumée. L'appareil entier palpitait comme une chaudière sur le point d'exploser. Le plafond lisse et rocheux de ce tunnel était bien plus bas que celui de la longue artère principale où avait débouché l'escalier. Je pouvais à peine l'atteindre en me dressant de toute ma hauteur et en levant les bras. J'en revenais toujours pas qu'un monde entier puisse être constitué de tous ces passages et chemins. Me jetant en avant, j'attrapai le gobelin normal, qui tenait toujours son bâton dénué d'ananas. Je fus étonné de constater que la créature ne pesait pratiquement rien. Il grogna de surprise quand je le soulevai, puis tenta, sans succès, de me frapper de son arme. Je le jetai en avant de toutes mes forces, le propulsant hors de l'espace passager du bolide. Poussant un beuglement, il fila droit par-dessus la tête de l'ingénieur, qui commençait à peine à comprendre ce qui se passait, pour aller s'écraser contre le mur du tunnel. Rebondissant sur la pierre, il chuta pile sur les pointes en rotation. Des éclaboussures rouges giclèrent partout. Le deuxième gobelin rugit de colère et, vif comme l'éclair, tira une petite lame incurvée d'un fourreau pendu à son flanc. Il bondit de son siège et fondit sur moi. Oh merde! Je ne m'étais pas attendu à ce que le monstre soit capable d'une telle rapidité. Je devais garder à l'esprit qu'il appartenait à une classe différente des deux autres, et qu'il était d'un niveau supérieur, 2 niveaux au-dessus de moi. C'était un plan à la con. Qu'est-ce que Béa me répétait sans arrêt déjà? Tu fonces toujours tête baissée sans prendre le temps de réfléchir. De mon pied nu, je lui flanquai un bon coup. Le bulldozer, sans plus personne aux commandes, continua de crisser et de ravager le mur du donjon. Ses vibrations s'intensifiaient à chaque seconde. Au bout de quelques instants, tout le bordel se secoua comme une machine à laver dans laquelle on aurait fourré une pierre. Le gobelin me brailla quelque chose dans son dialecte guttural. « Tu es dans mon monde maintenant !» lui hurlai-je en retour. « Tu dois parler ma langue, espèce de petite merde verte !» À ma grande surprise, il sourit largement. Il me comprenait. Il fit passer son couteau d'une main à l'autre. « Toi-même, tu ne parles pas ta langue !» répliqua-t-il. « Tu t'exprimes en standard du syndicat crétin d'esclaves. Ils l'ont programmé dans ta cervelle. Tu penses vraiment que tu survivras assez longtemps ?» Il ne termina jamais sa phrase. Profitant de sa distraction, je me jetai en avant, saisis la casserole qu'il avait sur la tête et la lui abattis en plein sur la tronche. Ses petites dents pointues volèrent. Il chancela. Je le frappai une nouvelle fois. Projeté vers le côté du tracteur, il bascula dans le vide. Sa barre de vie était apparue dès le premier coup, mais elle était encore largement dans le verre. Il s'étala au sol avec un bruit sourd et poussa un grognement. Son couteau lui glissa des mains. Je risquai un œil par-dessus bord. Le gobelin était à terre, sur le dos. La machine continuait de tourner et de soubresauter. Mais la créature se trouvait à bonne distance. Même s'il restait au monstre les 3/4 de sa vie, l'attaque lui avait coupé le souffle. Voyant qu'il commençait à se redresser sur les fesses, je lui balançai la casserole. À mon grand étonnement, le projectile l'atteignit au front. Il porta les mains à sa blessure en criant de douleur. Je mesurai la distance qui me séparait de lui. Ce n'était pas fou. 2 mètres, peut-être 2,50 m. Je l'avais fait plein de fois, enfant. Et puis merde. Je bondis du massacroseur, les 2 pieds dirigés vers son torse et son ventre. Je crois pas l'avoir mentionné jusqu'ici,
Mais l'information que je m'apprête à vous communiquer n'est pas sans importance. Je mesure 1,91 m. Je pèse dans les 104 kilos. Et si j'étais loin d'être en aussi bonne forme qu'à l'époque où j'étais en service, j'avais pour habitude d'aller faire un tour à la salle 3 fois par semaine depuis des années, ce qui avait pas mal développé ma masse musculaire. J'avais la chance d'avoir toujours eu une bonne constitution. Mon père était linebacker dans une équipe de football américain. Même ma mère avoisinait 1,80 m. Et son père à elle avait joué au centre pour l'équipe de l'Oregon avant de devenir gardien de prison. Ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est que je suis un type costaud. J'ai une forte carrure. Le gobelin, lui, n'était ni très grand, ni baraqué. Lui arriver dessus avec mon élan, ce fut comme écrabouiller un gros beignet à la confiture avec un maillet. Le petit gars n'eut aucune chance. De la bouillie jaillit de chacun de ses orifices. Le massacroseur gémissait toujours plus fort. Baissant les yeux sur le carnage, je fus pris d'un haut-le-cœur. De nouvelles notifications apparurent devant moi, et une fenêtre s'afficha à la périphérie de mon champ de vision. Je tournai la tête pour la lire. Massacroseur gobelin. Pétage de plomb imminent. Un compte à rebours se matérialisa près du texte. 12 secondes. 11. Oh sa mère, ça va sauter! Tournant les talons, je me précipitai vers la guilde, située à peine 30 mètres plus loin. Serais-je assez rapide? Pas le temps de tergiverser. Je fusais, glissant et patinant dans ma précipitation. Ouvrant la porte à la volée, je plongeais à l'intérieur, refermais et me préparais à la détonation. Boum! Le monde trembla. La secousse ébranla la porte et me projeta au sol. J'avais les oreilles qui bourdonnaient, mais les gonds avaient tenu, et je m'en étais apparemment tiré aussi. Tapis dans un coin de la pièce, Donut sifflait, les poils tout hérissés. « Nom d'une pipe! Mais qu'est-ce que tu as fabriqué, gamin ?» m'interrogea Mordecai. « Ce portail est capable de soutenir une frappe cinétique de destructeur d'étoiles. C'est la première fois que je le vois mis à si rude épreuve. »« Ah !» dis-je en me redressant. J'avais encore un sifflement dans les oreilles. La machine des gobelins s'est bloquée contre le mur, et elle a fini par exploser. Mordecai hocha lentement la tête. « Un pétage de plomb. Le chaman du coin avait sans doute enchanté l'engin en prévision, pour que l'énergie libérée se concentre sur la personne non gobelin la plus proche. Tu as de la chance de t'être trouvé derrière cette porte. Une déflagration ciblée, même de faible intensité, contient bien plus d'énergie que tu ne peux l'imaginer. » Décidant que le moment d'agitation était terminé, Donut retourna se poster devant la cheminée. Son pelage, éternellement en pétard, était encore plus en pétard que d'habitude, et sa queue fouettait l'air de haut en bas. Clairement, le chat était en rogne. « Ta créature a déféqué dans les cendres de ma mère, » m'informa Mordecai, en secouant la tête. « Ça ne vaut vraiment pas le coup. Pas du tout. »« Bon, à nous deux, monsieur Gil Tuto, déclarai-je, en m'appuyant sur le mur. Mes pieds me faisaient un mal de chien. Mon cœur continuait à marteler ma poitrine. J'étais couvert de sang de gobelin, et j'avais l'impression d'avoir de la viande hachée crue entre les orteils. Je frémis de dégoût. J'ai besoin de chaussures. De chaussures et d'un pantalon. Il se passe quoi, au juste? C'est quoi cette histoire de donjon? Est-ce que tout le monde est vraiment mort? Comment je me sors de ce bordel? 1 million d'autres questions fusèrent dans mon esprit. J'étais conscient que l'homme rat pouvait sans doute s'énerver et me briser en deux. Mais je ressentais un désir irrépressible de l'attraper par son gilet stupide et de le secouer jusqu'à obtenir des réponses. Ah, et aussi, vous êtes qui exactement? Pourquoi vous êtes là? Qui est? Il leva les mains. Ok. Ralentis, gamin. Je sais que tu es paumé. J'ai été à ta place. Tout te sera expliqué. C'est pour ça que je suis là. Mais avant de commencer, je dois vous raconter quelque chose, à tous les deux. » Le rat tourna la tête vers le chat, qui lui adressa un regard noir. « Mon nom est Mordecai, et je suis ce qu'on appelle un PNJ non combattant. Je suis comme vous, une personne dont le monde a été confisqué. Cela s'est passé il y a de très nombreux solaires. J'étais un crawler, moi aussi. J'ai réussi à descendre jusqu'au niveau 11, et j'ai compris que je ne parviendrais pas à aller plus loin. Au 10e niveau, on vous donne plusieurs options pour quitter le jeu. Plus vous allez au-delà, plus ces options s'améliorent. »
Il se dirigea vers l'étagère où se trouvait à notre arrivée l'urne funéraire et attrapa le cliché d'une de ces créatures oiseaux que j'avais aperçues. Il me tendit le cadre. On aurait dit une photo normale, mais elle était coupée bizarrement, en ovale, et le matériau était étrange. Voilà à quoi je ressemble en réalité. Sur cette photo, c'est mon frère. Je suis né cielé. Mais je suis devenu un changelin au niveau 3 du dungeon. Je change de forme chaque fois qu'il déplace ma salle. Quand un dungeon ouvre ses portes, j'œuvre dans une guilde comme celle-ci. Au moment où le 3e niveau s'effondre, je suis transporté bien plus profondément et je change à nouveau d'apparence. Je passe alors la plupart de mon temps à travailler dans une guilde magique, un endroit où viennent s'entraîner les joueurs ayant choisi un parcours centré sur la magie. Ils y apprennent des sorts. Cependant, au fil des années, très peu de gens sont arrivés si loin. La plupart des crawlers ne dépassent pas le niveau 10. Un changelin, c'est un métamorphe ? Questionnai-je en examinant l'image. Je n'arrivais pas à déterminer s'il s'agissait d'une photo, d'une peinture ou d'autre chose. J'avais l'impression que les yeux du modèle me fixaient. La bestiole faisait un peu penser à un aigle royal. 2 ailes étaient repliées sur son dos. Comme un ange, songeai-je. Oui, Soupira Mordecai. ils ont reconstitué ma maison à l'identique, avec tous les biens qui s'y trouvaient quand j'ai décidé de devenir maître de guilde. Je n'ai eu que quelques secondes pour attraper ce que je voulais emporter avant qu'ils fassent tout disparaître. Maintenant, chaque fois que je passe dans un nouveau monde, ils modifient mon apparence. Ce n'est jamais la même, mais il s'agit toujours d'un type de mob du niveau en cours. Je ne sais pas pourquoi. C'est complètement ouf. Lâchai-je. Vous êtes des extraterrestres, donc. Vous venez tous d'autres mondes ? Et comment vous connaissez si bien notre planète ? Certaines de mes notifications parlaient de Jean-Claude Van Damme, d'incels et de stéroïdes. Mordecai acquiesça. Chaque donjon est spécialement conçu pour le monde où il s'implante, et les organisateurs passent beaucoup de temps à faire en sorte que les autochtones comprennent le jeu et les notifs. Ils veulent de l'authenticité. Je ne suis pas trop censé te parler de tout ça, mais puisque tu vas devoir crapahuter là-dedans, autant que tu captes un peu ce qui se passe. Je ne capte toujours pas ce qui se passe, répliquai-je, sentant ma frustration monter. Mordecai secoua la tête. Vous êtes tous pareils, vous les humains. J'en suis à mon 7e ou 8e monde ensemencé d'humains, et c'est toujours la même chose. Vous voulez tous comprendre pourquoi. Mais enfin, ne pouvez-vous pas simplement accepter la situation telle qu'elle est et passer à autre chose? Les membres de mon peuple, les Cielés, survivent généralement bien plus longtemps que vous. Tu sais pourquoi? Parce qu'on est capable de prendre la vie comme elle vient. Je restai silencieux plusieurs secondes. Ça faisait beaucoup d'infos à digérer. Monde ensemencé d'humains. Est-ce que ça voulait dire que ce crétin échevelé qui déblatérait sans arrêt ses théories complotistes à la télé avait raison? Que les humains n'étaient pas des créatures uniques, mais une culture laissée en jachère jusqu'à... ça. Devant mon air effaré, Mordecai soupira. « Ok, je vais te la faire courte. » annonça-t-il en tirant à lui un siège. Il s'y assit et me désigna une autre chaise, située au centre d'un tapis rouge arrondi. « Autant que tu te mettes à l'aise. » Chapitre 4. Le syndicat utilise 6 espèces élémentaires pour ensemencer les mondes. L'être humain est l'une d'entre elles. Ils trouvent une planète compatible, ils la saupoudrent d'humains, ils attendent quelques milliers d'années, puis ils révèlent leur existence à la communauté dominante. Habituellement, ils font ça dès que la civilisation commence à se développer, mais bien avant toute forme de révolution industrielle, dès qu'ils trouvent un gouvernement à qui s'adresser, en fait. C'est ce qu'ils appellent le contact initial. Légalement, ça leur permet, même quelques milliers d'années plus tard, de revenir et de dépouiller la planète de toutes ses ressources. « Mais comment ?» demandai-je. Tout s'est passé en une seconde. Mordecai haussa les épaules. Quand la technologie dépasse l'entendement, on la prend facilement pour de la magie. Et donc, pour autant que tu peux en juger, cet endroit est magique. C'est comme ce film-là,
le magicien d'Oz, sauf que tu ne pourras jamais jeter un œil derrière le rideau. Vous connaissez le magicien d'Oz? Les maîtres de guilde ont des années pour se familiariser avec le monde où a lieu chaque nouveau dungeon. Gamin, tu n'étais même pas né quand j'ai commencé à me préparer pour celui-ci. L'équipe pionnière est arrivée dans les années 1930, je crois, à l'époque où est sorti ce fameux livre, Le Hobbit. J'ai quitté le dernier système où j'officiais pour entrer en phase de mise en condition au début de ce que vous considérez comme l'année 1964. Je connais ce monde et vos coutumes aussi bien que toi. Une fois, ils m'ont même autorisé à me changer en humain et à aller me balader sur Terre. Je suis allé dans un vidéo futur et j'ai piqué 2 ou 3 cassettes de James Bond. J'étais tellement content quand vous êtes passé à l'ère du numérique. Ça fait combien de temps que vous êtes maître de guilde? Crois-moi, tu préfères ne pas le savoir, Répondit Mordecai en secouant la tête. Bref, ta planète a négligé de revendiquer sa souveraineté. Vous aviez 50 années locales à partir du contact initial pour le faire, et ce dernier a eu lieu il y a des milliers d'années, à l'époque où vous avez érigé vos pyramides. La compagnie Borant a une quantité colossale de monde à exploiter, et votre tour est venu. J'en eus le tournis. Alors, ils sont en train de nous prendre tous nos minéraux? En un sens, Acquiesça Mordecai. Borant se spécialise dans la traite d'éléments rares et autres matériaux du même genre. Un seul transfert leur suffit à tout transporter. Je ne suis pas trop au courant de cette partie du processus, et au fond, ce n'est pas le plus important. La compagnie tire profit de ce commerce, mais ce qui leur rapporte vraiment gros, c'est le jeu, le dungeon. Comment ça? C'est pourtant simple. Borant compte 3 milliards de systèmes stellaires. Chaque saison, une nouvelle version de Dungeon Crawler World est diffusée sur l'ensemble de leur réseau. Les quintillions de citoyens du syndicat se passionnent alors pour le jeu. Minute. Donc c'est un genre de télé-réalité comme Survivor? J'ai adoré cette émission. Et grosso modo, oui, c'est un concept à la Survivor. Même si concrètement, ça fonctionne davantage comme Running Man. Je m'affalais lourdement contre le dossier de ma chaise. Je suis dans une émission de télé extraterrestre. La vache! Béa avait toujours voulu faire de la télé-réalité. Elle avait passé des tas de castings. Pour ma part, j'aurais encore préféré qu'on me fourre un tisonnier brûlant dans l'œil. L'espace d'une seconde, je me demandais où elle était, et si elle était en vie. Probablement pas, déduisis-je. Il était 5 heures du matin aux Bahamas quand c'était arrivé, ce qui signifiait qu'elle était sans doute dans son hôtel en train de dormir, sûrement au pieu avec son connard. Et si par miracle elle avait survécu, impossible qu'elle soit descendue dans l'un de ces tunnels. « Y a des gens qui nous regardent en ce moment, alors ?» demandai-je en scrutant les alentours. Mordecai entrelaça ses doigts. « Je vais y venir. Apparemment, personne d'autre ne va se joindre à nous pour le moment. Commençons le tutoriel. » Sa main droite rougeoya, et je sentis à nouveau ce frissonnement tangible dans mon cerveau. De l'autre côté de la pièce, Donut se remit à donner des coups de patte dans l'air en feulant. « Vous avez maintenant accès au menu crawler. » Tout se mit à clignoter, et plusieurs objets apparurent dans mon champ de vision. Une longue barre verte, une barre de vie compris-je, s'afficha en haut à droite, ce qui fit un peu descendre le chronomètre qui s'y trouvait déjà. Le dossier clignotant, lui, resta en haut à gauche, et une mini-carte se matérialisa en bas à droite. « Tu viens de recevoir une notification, » déclara Mordecai. « C'est ce qu'on appelle une notification de crawler. Il y en a de différentes sortes, mais celles-ci ne pourront être consultées que par toi. Il y a également des messages système que tout le monde reçoit. Ceux-là peuvent être annoncés par des voix différentes, et aussi des notifications spécifiques à chaque niveau, etc. » J'ai un dossier qui clignote en haut à gauche, lui signalai-je. Ce sont des notifications de changements relatifs au jeu et à ton statut de joueur. Elles sont sans doute liées à ta bagarre dans le couloir. Ne clique pas dessus pour l'instant. On y jettera un œil plus tard. D'abord, je veux que tu te concentres sur la carte, en bas à droite. Fixe-la
et fais en sorte de penser que tu es en train de la regarder. Je m'exécutais, et la carte s'agrandit jusqu'à occuper tout mon champ de vision. Elle était bleue et gris, toute simple, et montrait les couloirs et quelques portes ici et là. La majeure partie du périmètre où nous nous trouvions n'était pas dessinée. Ne figurait que les zones où j'étais allé, c'est-à-dire environ 20 mètres de la salle dans toutes les directions. À l'intérieur de la guilde, je remarquai un point vert. Puis 2 autres points apparurent, un bleu et un blanc. Je me concentrai sur le bleu, et une note s'afficha par-dessus. Crawler Princesse Donut. Le blanc, lui, disait « Maître de guilde Mordecai ». La pièce entière s'éclaira en jaune sur la carte, et lorsque je me focalisai dessus, les mots « guilde tutoriel » se formèrent. Dans le couloir, il y avait 3 X. Je cliquai mentalement sur l'un d'eux. Dépouille, gobelin, niveau 2. Je fermai le tout, et la carte retrouva sa taille normale. « Bien, très bien. » commenta Mordecai. « Tu l'auras deviné, tu es le point vert. Les bleus représentent les autres crawlers. Les blancs, les PNJ, comme moi. Et les mobs sont en rouge. Il y en a quelques autres à connaître, mais tu les découvriras au fur et à mesure. Ah, pendant que j'y pense, aucun autre crawler ou mob ne peut consulter tes menus, mais quand tu es dans la guilde, je vois ce qui est affiché sur ton écran virtuel. Tu as déjà compris comment ouvrir et fermer, ce qui est une bonne chose. Maintenant, essaie de te reconcentrer sur la carte. Imagine que tu la pinces pour la réduire, puis déplace-la. Comme ça, tu pourras personnaliser ton interface. » Il continua un moment à m'expliquer comment parcourir les menus de mon écran. Il me suffisait d'y penser, et tout un système de navigation surgissait, me donnant accès à plusieurs dossiers. Une fois que je me fis à l'idée que tout se passait dans ma tête, flippant, je dus bien admettre que c'était assez ergonomique. Le premier menu détaillait les statistiques du joueur. Il m'était déjà arrivé de jouer à des jeux de rôle sur table ou sur ordi, alors cette section-là ne contenait rien de très surprenant pour moi. En stats, j'avais force 6, intelligence 3, constitution 5, dextérité 5, charisme 4. Mordecai m'indiqua que je ne pouvais pas les ajuster moi-même. Pas encore, du moins. Je recevrais 3 points de stats chaque fois que je gagnerais un niveau, mais je ne pourrais les répartir qu'après avoir choisi une race et une classe, une fois que j'aurais atteint le 3e niveau du dungeon. En attendant, ces chiffres montraient et descendraient tout seuls en fonction de mes capacités physiques et mentales de la vraie vie. Mordecai ajouta qu'un être humain adulte de base avait en général entre 3 et 5 pour chacune de ses 5 premières stats, et que mon 6 en force était donc un atout. Je trouverais peut-être des objets et des potions qui les influenceraient, temporairement ou de manière permanente, mais pour l'instant, je ne pouvais pas faire grand-chose à leur sujet. Pourquoi on doit attendre de descendre au 3e niveau avant de se choisir une classe ? M'enquis-je. Il haussa les épaules. C'est une opération qui coûte énormément d'énergie. J'imagine qu'ils estiment que les joueurs qui survivent jusqu'au niveau du dungeon valent l'investissement que représente la transfiguration. Pour la classe, c'est facile, mais faire changer quelqu'un de race demande plus de boulot. On te transforme fondamentalement. Pour continuer à écouter gratuitement ce livre audio, cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Vous pourrez choisir le livre que vous souhaitez et l'écouter gratuitement grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.